Bienvenue dans le Moment MMA, émission du jeudi 21 août 2025. Et on commence tout de suite, comme vous le voyez à l'écran, avec Sean Brady. Et oui, Sean Brady qui reproche à Ian Gary de l'éviter et surtout de lui faire perdre son temps. Pourquoi? Parce que d'après Sean Brady, au mois de juin, l'UFC a contacté les deux combattants pour qu'ils s'affrontent à Chicago. Chicago, c'est la carte qui a eu lieu le week-end dernier. Sean Brady, lui, a accepté et ensuite, plus de son, plus d'image, l'UFC n'est jamais revenu vers lui, donc il suppose que Yann Gary a dit non, et il y a quelques semaines, de nouveau, l'UFC revient vers Sean Brady en lui disant on te propose Yann Gary, cette fois en main event à Vancouver, le 18 octobre prochain. Lui a accepté, mais il semblerait toujours que Yann Gary ait refusé. Donc Sean Brady forcément le dit, il me fait perdre mon temps, il me fait perdre une opportunité de main event. Main event, c'est de la lumière bien sûr, mais c'est aussi de l'argent. Donc d'après lui, Yann Gary traîne des pieds. Mais ce spot de main event, il n'est pas perdu pour tout le monde, puisqu'on le sait maintenant, c'est officiel. Reiner Derrider et Anthony Hernandez vont s'affronter. C'est notre main event pour l'UFC du 18 octobre à Vancouver. Et on pensait pourtant que le combat entre Nassourdine Imavov et Caio Borraio dans la catégorie des poids moyens allait définir le prochain prétendant à la ceinture. Dana White, le week-end dernier, avait un peu calmé nos ardeurs en nous expliquant que rien n'était fait, que rien n'était signé, et il a remis une pièce dans la machine mardi soir en expliquant qu'en effet toutes les options étaient ouvertes et que le prochain prétendant à cette ceinture pourrait très bien être le vainqueur du combat entre Nassourdine Imavov et Caio Borraio, mais aussi celui du combat entre Derrider et Hernandez. Malheureusement, je pense que Dana White n'a pas Nassourdine Imavov à la bonne. Si Caio Borraio remporte le combat, il y a fort à parier que c'est lui qui aura sa chance parce qu'il a de la notoriété, il est suivi, ça fait une belle histoire contre Shimaev. Par contre, si c'est Imavov, j'ai bien peur qu'il se fasse griller la priorité par Derrider ou Hernandez, sauf bien sûr si Imavov nous fait un combat de dingue, un chaos spectaculaire ou une finition spectaculaire. Je pense dans ce cas-là que peut-être ça pourrait faire pencher la balance de son côté, mais rien n'est fait et je comprends que ce n'est pas forcément quelque chose que Imavov avait envie d'entendre. Ça peut être un peu décourageant pour lui, mais malheureusement, il n'a pas à 100% son destin entre les mains. Et le fait de voir que Derrider est dans la course à la ceinture, qu'il pourrait très prochainement avoir sa chance, ça me fait penser au message d'Alex du 25 qui me disait ce que Derrider pourrait faire contre Ramzat. On sait bien que pour décourager un lutteur de venir shoot son double leg, il suffit, entre guillemets bien sûr, de feinter les genoux ou bien l'uppercut. Regardez les genoux que Derrider a mis à Nickel et Whittaker. Il a juste à lever la jambe et le genou est déjà au niveau du torse, au cou de ses adversaires. Et vu la différence de taille avec Ramzat, va falloir qu'il envoie genou sur genou à chaque tentative de double leg et ça pourrait le refroidir. Et puis ensuite, du coup, Shimev resterait debout et se fatiguerait en striking. Bien sûr, comme tu le dis, c'est un style qui peut être plutôt moche mais efficace. Et puis bien sûr aussi, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est drôle, tu m'as laissé ce message-là et juste après, on a l'officialisation du combat entre Derrider et Hernandez. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est pas la meilleure des nouvelles pour Nassourdine Imavov. Comme on parle de Khamzat Chimaev, il est retourné chez lui en Tchétchénie, il a eu un accueil de champion et forcément il s'est exprimé devant les caméras. Il est revenu sur une période pas facile de sa carrière et de sa vie en général. C'est lorsqu'il a attrapé le Covid. On s'en souvient, il était à deux doigts de mettre un terme à sa carrière. Il avait d'ailleurs tweeté que c'était fini pour lui, qu'il n'arriverait pas à revenir, qu'il était beaucoup trop malade. Mais ce qu'il dit aujourd'hui, c'est que d'avoir reçu le soutien de son public et surtout de son public tchétchène, ça l'a vraiment remotivé, ça lui a donné envie de ne pas abandonner. Et puis aussi le leader Kadyrov de la Tchétchénie qui lui a dit écoute, tu as tout ce qu'il faut, si tu veux être champion, tu n'as juste qu'à t'entraîner, tu as un potentiel de dingue, etc. etc. Bon, ça, est-ce que c'est vrai? Je sais pas, on sait que les deux sont très proches. Il se dit peut-être aussi que ça peut être une bonne idée de lui glisser un petit compliment. Et j'ai vu d'ailleurs que le leader tchétchène lui avait offert une Mercedes pour le remercier, etc. C'est une relation qui lui a beaucoup été reprochée. C'est aussi la raison pour laquelle il n'a pas pu combattre aux États-Unis pendant plusieurs années. Donc écoutez, Khamzat Chimaev, en tout cas, c'est vrai qu'il a bien fait de ne pas abandonner au moment du Covid, puisqu'aujourd'hui, il est champion et il semblerait qu'il ne va pas être facile à aller chercher.
D'ailleurs, concernant ce combat-là, vous le savez, hein, Marc Goddard, c'était l'arbitre. Il a été pas mal critiqué parce qu'il a relevé le combat alors que Chimaev était en position dominante et que Dricus du Plessis semblait totalement impuissant. Beaucoup se sont dit: «Pourquoi relever le combat? Chimaev bouge, Chimaev met des frappes, même si ce ne sont pas des grosses frappes». C'est une question qui a été posée. Est-ce que c'était une erreur de la part de Marc Goddard ou pas? On a Herb Dean, hein, un autre arbitre extrêmement connu, qui lui défend les actions de Marc Goddard. Ce qu'il explique, c'est qu'en effet, Khamzat Chimaev dominait à 100%, mais que pour le spectacle, ça n'était vraiment pas terrible. Pour l'image du sport, ça n'était vraiment pas terrible. Et il ne dit pas que Khamzat Chimaev essayait de se cacher ou essayait de faire tourner le chrono, mais que parfois, dans ce genre de position, quand tu n'es pas en train de détruire ton adversaire et seulement de lui infliger des petites frappes, alors peut-être que ça peut ressembler à quelqu'un qui essaye seulement de jouer la montre, quelqu'un qui essaye de bloquer la situation, tout en répétant qu'il ne dit pas que c'est ce qu'est en train de faire Chimaev, mais que pour l'image du sport, c'est quand même mieux dans ce genre de situation de relever les deux combattants. Je sais que c'est un point de vue qui va faire débat. Moi personnellement, j'ai trouvé que c'était un peu dur parce que Chimaev, il mettait des frappes, il bougeait, c'était actif, c'était pas forcément très spectaculaire, surtout si tu n'aimes pas la lutte, si tu n'aimes pas le grappling. Mais moi, personnellement, je ne pensais pas que l'arbitre allait les relever dans ce moment-là. Bon, ce qui aurait été dramatique, c'est que l'arbitre les relève et que Dricus du Plessis mette un KO à Chimaev. Forcément, là, il y aurait eu scandale, il y aurait eu polémique. Bon, là, ça n'a pas été le cas. Chimaev s'est quand même imposé. Arman Tsarukyan, lui, était dans le coin de Chimaev. On s'en souvient, on l'a vu lui donner des conseils, de précieux conseils peut-être. Il a aussi participé à son camp d'entraînement en vue de ce combat-là. Et puis il explique qu'entre le troisième et le quatrième round, Chimaev lui a dit: «Écoute, tout se passe bien, peut-être que je peux rester un peu debout». Mais Tsarukyan lui a dit: «Non, surtout pas, tu es en train de gagner 3 rounds à zéro, continue à faire ce que tu fais, pourquoi est-ce que tu essaierais de faire quelque chose de nouveau?» Et Chimaev l'a écouté. Très bonne nouvelle, peut-être que le Chimaev des débuts se serait dit: «C'est bon, je reste debout, je vais l'avoir», et peut-être que les choses se seraient mal passées pour lui. Là, il l'a écouté, vraiment, c'est la preuve d'un gros fight IQ. Et puis, Tsarukyan qui a été aussi très intelligent de lui dire ça, qui n'a pas pris Dricus du Plessis à la légère. Et Chimaev, on l'a vu, qui a continué à faire ce qu'il sait faire de mieux, à savoir lutter et maintenir ses adversaires au sol. Comme je vous parle d'Arman Tsarukyan, il n'a pas parlé que de Chimaev dans cette interview. Il nous explique aussi qu'il a eu un coup de téléphone avec Dana White cette semaine et qu'il est fort probable qu'il lui prévoit un combat à Abu Dhabi ou au Qatar. Donc il dit ça va être octobre ou novembre. On a parlé de Geji, Hooker et Paddy Pimblett. Lui, personnellement, il préfère Paddy Pimblett. Alors forcément, à choisir, il préférait un combat contre le champion Ilia Topuria, mais il a entendu dire que Topuria n'allait revenir que en janvier et en février. Lui, ça fait un bon moment qu'il n'a pas combattu. On ne l'a pas encore vu en 2025, hein. Je rappelle qu'il devait affronter Makhachev en janvier. Malheureusement, il s'est blessé quelques jours avant. Donc voilà, il veut être actif et il est donc prêt forcément à combattre avant d'affronter Ilia Topuria. Retour chez les poids welter maintenant avec Bilal Muhammad. Le combat qu'il veut, c'est Kamaru Usman. Il est prêt. Il pense que voilà, l'histoire est parfaite. Il y a eu un bif entre les deux. Lui a perdu sa ceinture. Usman est revenu et a battu Joaquin Buckley. Donc c'est le moment de s'affronter. Il demande à Kamaru Usman de signer le contrat. Comme on est chez les poids moyens, on va parler de Brian Battle. Brian Battle qui est toujours entre les welter et les moyens, mais Brian Battle surtout qui loupe le poids. Ça fait 3 fois qu'il le loupe. Et il était sur un 7-1 à l'UFC. Il avait aussi un no contest. Et c'est terminé. La Big League a décidé de mettre un terme à son contrat. La prochaine fois qu'on le verra, ce ne sera pas au sein de l'UFC. C'est clairement le genre de combattant, je pense, qui s'il prend une ou deux, voire trois victoires à l'extérieur, peut être ensuite rappelé. Il avait un petit personnage, il commençait un petit peu à monter en notoriété, hein, surtout depuis ce qui s'était passé à Paris contre Kevin Jousset. Malheureusement pour nous, c'est vrai que louper le poids, ça n'est pas professionnel, c'est ce qu'on dit beaucoup de combattants, comme par exemple Henri Cerudo. Il est bon, mais tu dois être professionnel, tu dois être capable de faire le poids. Donc Brian Battle ne fait plus partie de l'UFC. J'ai aussi vu certaines personnes qui expliquaient que Charles Oliveira à l'époque était aussi connu pour louper le poids. Pourtant l'UFC l'a gardé et on sait ce qui est devenu de Charles Oliveira aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que Brian Battle serait devenu champion et aurait joui du même aura, de la même réputation et du même amour de la part du public que Charles Oliveira. Mais en tout cas, voilà, Brian Battle, est-ce qu'on le reverra un jour à l'UFC? Je ne sais pas. Et la transition est parfaite entre les welter et les moyens.
Israel Adesanya, il y a quelques semaines, nous disait qu'il était prêt à donner sa revanche à Paulo Costa. Et aujourd'hui, on apprend une rumeur insistante comme quoi l'UFC travaillerait sur le dossier et que Adesanya contre Costa 2 pourrait se faire le 25 octobre prochain à Abu Dhabi. On descend maintenant chez les poids plumes avec le champion Alexander Volkanovski. Il pensait très clairement que son prochain adversaire serait Movsar Evloev. Ensuite, on a appris que Evloev allait affronter Pico. Finalement, Evloev se blesse, en tout cas se retire du combat. Pico affronte Leon Murphy le week-end dernier. Leon Murphy met un KO de dingue à Aaron Pico. Donc Volkanovski le dit, je pensais que ça allait être Movsar. Tout le monde disait que Movsar était le prochain. Finalement, il s'est blessé et on sait que l'UFC n'aime pas les gens qui se retirent d'un combat, les combattants qui déclarent forfait, l'UFC n'aime pas ça. Donc il semblerait maintenant que Movsar Evloev doivent recombattre encore une fois pour obtenir sa chance à la ceinture. Et mon prochain adversaire sera très certainement Liron Murphy au mois de décembre. Movsar Evloev, c'est pas de chance. Il mérite peut-être sa chance depuis un petit moment. Malheureusement, l'UFC a fait traîner les choses. Il se blesse, vraiment concours de circonstances. Est-ce qu'il finira par avoir sa chance au titre s'il enchaîne les victoires? Je le pense bien sûr, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que la route aura été longue et sinueuse. Parlons maintenant de John Jones. Il semblerait, encore une fois, qu'il ait demandé 30 millions de dollars à l'UFC pour affronter Thomas Spinal. Et Daniel Cormier nous dit cette histoire me semble un peu bizarre. Pourquoi l'UFC aurait refusé de donner 30 millions de dollars à John Jones pour affronter Aspinall, alors que l'UFC était prêt à en donner 40 à Khabib Nurmagomedov pour le faire revenir? Je pense que l'UFC, c'est ce que dit Daniel Cormier, je pense que l'UFC a accepté de donner 30 millions à John Jones, mais que John Jones a refusé. Voilà ce que pense Daniel Cormier. Alors on pourrait lui rétorquer que peut-être que le combat Khabib contre Conor McGregor ou que le phénomène Khabib Nurmagomedov était tellement énorme que l'UFC était prêt à mettre 40 millions sur la table, peut-être qu'elle l'est un peu moins pour Jones Aspinall. J'ai du mal à y croire, hein, c'est quand même un combat qui serait énorme, Jones Aspinall. Alors maintenant, s'il a lieu dans un an et demi, ça va perdre un peu de sa superbe, surtout si Jones est inactif jusque-là, etc. Mais j'ai trouvé que c'était un point de vue assez intéressant, et j'ai donc décidé de vous le partager. Comme on est chez les poids lourds, Curtis Blades, lui, ne reviendra pas cette année. Il espère être de retour au mois de janvier. Un peu d'annonce de combat maintenant le 18 octobre à Vancouver. Kevin Holland contre Mike Malott. Holland, il est classé 15 chez les poids welter, même si lui, il alterne, hein, welter et moyen. Malott, il a vu l'occasion de rentrer dans les classements il y a à peu près un an en affrontant Neil Magny. Malheureusement pour lui, après un début de combat très bon, Magny avait retourné la table et s'était imposé. Voilà, Malott une nouvelle fois contre Kevin Holland. Espérons qu'il ait appris de cette erreur et que cette fois soit la bonne et qu'il puisse continuer son ascension chez les poids welter. Rob Font contre Raoul Rosas Jr. à l'UFC Noche, c'est maintenant officiel, le 13 septembre prochain. On sort un peu de l'UFC avec le Dirty Boxing et Jairzinho Rozenstruik qui affrontera Perez pour la ceinture des poids lourds de l'organisation. On a aussi Hector Lombard qui sera de la partie et on recroise un autre combattant qu'on connaît, Alex Caceres, ancien de l'UFC, qui a loupé ses débuts au Dirty Boxing il y a quelques semaines et il sera donc de retour sur cette carte du 29 août prochain. Ça va venir très rapidement. En boxe anglaise, la surprise, un combat d'exhibition entre Gervonta Davis et Jake Paul le 15 novembre prochain à Atlanta. Ça va être diffusé sur Netflix. Il semblerait que le combat ait lieu à 195 pounds. Donc ça n'est pas rien, on est autour des 90 kilos, je dirais, quelque chose comme ça. C'est énorme pour Gervonta Davis. D'ailleurs, certains boxeurs doutent que ce soit possible, mais j'ai vu hein, que c'était officiel. Tous les sites sérieux nous ont dit que c'était officiel. Et puis très certainement un combat en 10 rounds de 3 minutes. Au Barnacle maintenant, Mike Perry est de retour. Il va affronter Jeremy Stephens le 4 octobre prochain. Et on retrouvera aussi lors de cet événement Frankie Edgar, vétéran de l'UFC. Je pensais que ça en était terminé pour lui. Mais non, il est de retour. Malheureusement au Barnacle, j'ai peur qu'il prenne des coups inutiles. Lui déjà qui sur la fin de sa carrière à l'UFC, malheureusement, ne terminait pas toujours bien. Il va affronter un autre vétéran, c'est ce qui me rassure un peu de l'UFC, Jimmy Rivera. On ne lui met pas un jeune loup affamé en face, mais écoutez, ça reste des athlètes de très haut niveau. Tout peut aller très vite, surtout sans gants. Donc Frankie Edgar contre Jimmy Rivera le 4 octobre prochain au Barnacle.
Au Barnacle, on a aussi vu Cody Garbrandt faire un face-off avec le champion des poids plumes, Kai Stewart. Beaucoup pensent que ça peut être intelligent de la part de Cody Garbrandt de quitter l'UFC pour aller au Barnacle. Alors c'est vrai qu'il a dit qu'il avait des vertiges, qu'il avait quelques soucis de santé, que dans les phases de grappling, ça n'était pas facile. Maintenant, aller se finir le cerveau au barnacle, quand tu as déjà quelques soucis de vertige, je ne sais pas non plus si c'est la meilleure des solutions, surtout que le menton de Cody Garbrandt n'est plus vraiment là. Alors c'est vrai que son style, c'était un style de boxeur très explosif, très puissant, donc lui aussi pourrait faire des dégâts, il pourrait aussi prendre beaucoup d'argent au barnacle. Je ne sais pas, mais j'ai décidé de vous partager l'information. Retour à l'UFC maintenant, ce week-end, on a Brian Ortega contre Aljamain Sterling. D'ailleurs, je sors une petite série de shorts, n'hésitez pas à aller voir ça, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Patreon notamment, gratuitement, pour des formats podcast. Et donc Brian Ortega qui va affronter Aljamain Sterling et qui a déclaré « Si ça ne tenait qu'à moi, ce serait une guerre, on resterait debout à échanger des coups ». Je serais assez déçu si ce combat n'allait pas au sol. Ortega, c'est les Gracie, c'est quand même un niveau de sol exceptionnel. Aljamain Sterling, c'est pareil, gros lutteur, gros grappling. Et j'espère qu'on verra du scramble, j'espère qu'on verra du gros sol. Malheureusement, parfois, quand deux grappleurs, quand deux lutteurs s'affrontent, ça reste debout et ça nous donne un combat de striking assez peu agréable à regarder, même si pour le coup, Ortega debout, j'aime beaucoup, et Sterling aussi peut nous offrir de bien belles choses. Et la dernière actualité du jour, elle concerne Joe Rogan, le commentateur de l'UFC, commentateur des pay-per-view en tout cas depuis un sacré paquet d'années maintenant, quasiment depuis le début. Lui, la rumeur dit que sa fortune personnelle s'élèverait à 200 millions de dollars et que l'UFC n'est pas grand-chose à voir là-dedans puisqu'il toucherait 50 000 dollars quand même par événement. Je rappelle que dernièrement, il ne fait quasiment que les pay-per-view. Joe Rogan, on le sait, hein, c'est une grosse cash machine. Il y a ses podcasts qui cartonnent, il y a ses stand-up, enfin voilà. C'est une entreprise à lui tout seul. Donc Joe Rogan prendrait 50 000 dollars par événement, environ 50 000 dollars par mois. Bien sûr, ça n'est pas rien, mais comparé à sa fortune totale, ce n'est pas non plus si impressionnant que ça. Les amis, merci d'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo dédiée à l'actualité du MMA. D'ici là, portez-vous tous très bien. Salut!